Et c'est grâce à toi que j'ai découvert ces noms-là, le film. Michel Lallier n'a jamais quitté Chinon. Il a écrit les premières loges pour observer les progrès technologiques, mais aussi les transformations du travail dans le nucléaire. Au début des années 90, il a vu la sous-traitance exploser. Il m'a vu débarquer sur le site nucléaire un tas de travailleurs qu'on ne connaissait pas. Pour beaucoup d'entre eux, mal formés. À l'époque, je parle de début des années 90, on s'est vite rendu compte que beaucoup d'entre eux, c'était pas des gars du coin. C'était des gars qu'on faisait venir d'ailleurs. Mais combien étaient-ils? On ne savait pas. Comment vivaient-ils? On ne savait pas. Alors moi j'ai pris ma bagnole et puis j'ai été les rencontrer en dehors du boulot, là où ils étaient, dans leur caravane. Ben, le sujet qui a tout de suite mordu, c'était les risques. C'était les risques. C'est-à-dire qu'en définitive, on sait le nombre d'accidents du travail, 6 fois supérieur chez les sous-traitants que chez les agents EDF à l'époque. À travers son syndicat, Michel Lallier a fait de la défense des sous-traitants le combat de sa vie. Son credo, la sûreté passe par les hommes. Les conditions d'intervention, c'est-à-dire les conditions de travail de l'ensemble des salariés EDF et sous-traitants, s'est dégradé. Et de ce point de vue-là, on peut aussi considérer que la sûreté nucléaire a subi un certain nombre de coups qui font qu'il faudrait peut-être aujourd'hui regarder de plus près ces questions-là, parce que pour demain, les risques en matière de sûreté nucléaire, selon moi, viennent de là. Gien, au sud d'Orléans, vit entre deux centrales, celle de Dampierre et celle de Belleville. C'est ici que des ouvriers de la sous-traitance ont décidé de mener le combat. Pour Daniel Loengo et Philippe Billard, 25 ans de nucléaire, la dégradation des conditions de travail représente un réel danger pour les habitants. On connaît les risques qui sont liés à la santé et aussi pour la population. Donc on a ce truc supplémentaire qu'on n'a pas dans les autres industries, c'est-à-dire la sûreté. Garantir la sûreté pour la population. Quand même, quelque part, on nous a mis dans la tête qu'on était un petit peu des Tarzans. Et ça, dans ce but-là, on ne peut pas l'atteindre. On peut être en souffrance. Si ça continue comme ça, et si demain il arrive un accident nucléaire, on va vous dire que c'est nous, les prestataires, qui sommes responsables. Parce qu'on n'a pas fait le travail correctement. Alors que c'est pas ça. C'est la réalité, elle est là, c'est qu'on ne nous donne pas le temps de faire, on ne nous donne pas les moyens de faire. C'est surtout ça. De toute façon, il faut que quelqu'un se sacrifie dans cette industrie pour que les gens prennent conscience. J'étais parti même à aller me jeter carrément dans la piscine du bâtiment Valentin. Et c'est là que, donc, quand j'ai fait part à mes collègues, Philippe Billard et mes petites collègues qui m'ont soutenu, qui m'ont dit non, ton combat c'est de rester avec nous, on va te foutre en l'air. Je lui dis non. Non, parce qu'on n'est pas nombreux, et puis on n'a pas fini, et puis c'est pas maintenant que tu partiras. Donc, on a causé pendant beaucoup de temps quand même au téléphone. Ce que Daniel Loengo et Philippe Billard dénoncent depuis des années, c'est la course à la rentabilité. Les périodes de maintenance sont de plus en plus courtes dans les centrales. En 20 ans, la durée de ces arrêts de tranche est passée de 3 mois à 7 semaines. L'arrêt de tranche, ça coûte 1 million d'euros à EDF. Par jour. Donc on est arrivé aujourd'hui, il y a quelques années, on nous disait qu'il faut aussi planifier une journée, donc 2 journées de travail. Ensuite, il y a 5-6 ans, on nous disait maintenant il faut essayer de planifier 1 heure, par 2 heures, 3 heures. Et maintenant on nous dit qu'il faut essayer de gagner 10 secondes. Donc un arrêt de tranche pour un salarié, c'est avec la course contrôle. Donc là, nous, on doit être 600 personnes là-dedans, dans un bâtiment réacteur. Donc, en sachant qu'il y a des échafaudeurs, des robinétiers, des calorifugeurs, il y a des jumpers, il y a tout le monde. Et on se pique les prises de courant les uns contre les autres. Parce qu'on manque de prises de courant, on manque de tout. Donc, mais il faut faire, mais coûte que coûte, il faut qu'à la fin de la journée, le travail soit fait. Donc, on en arrive après à des situations d'engueulade entre nous, et voir, il y en a même qui se battent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement ce que vous êtes amené à faire du coup dans ce temps très réduit qui peut être dangereux? C'est sur les procédures EDF. Les procédures EDF, c'est des tas de papiers, il doit y avoir une dizaine de feuilles à remplir à chaque fois, où on se doit de cocher chaque intervention. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, on coche des interventions alors qu'on ne les fait pas.
sous-traitant, ça nous concerne directement. Quand un sous-traitant a la pression pour travailler, quand il ne peut pas finir son boulot en fin de semaine parce qu'il veut rentrer chez lui pour voir sa famille, bah nous, ça nous impacte directement parce que le boulot qu'il n'a pas fait, ou pas pu faire surtout, parce qu'il était trop pressé par le temps, bah nous, on le voit quand on va redémarrer l'installation. Par exemple, on a une tranche pour redémarrer l'installation, elle fuit partout. Il y a des vannes qui fuient, il y a des pompes qui tournent mal, il y a plein d'aléas. L'aléa technique qu'on n'avait pas il y a quelques années. Des fois, on a un doute à une étape où c'est pas encore, on va dire, trop pénalisant de le redémonter, mais personne ne va prendre la décision de dire, bon, là, il y a un problème, on redémonte, parce que si jamais, par malheur, en redémontant, on s'aperçoit qu'il n'y a rien, le gars, il est fusillé, quoi. Un constat que les militants partagent avec les autorités de sûreté nucléaire. Il y a 3 ans déjà, ce rapport signalait de fortes tensions lors des arrêts de tranche pour maintenance. En cause, la recherche de productivité imposée aux centrales, qui provoque des dérives propres à favoriser un accident. Après Fukushima, il est légitime de s'interroger sur la sûreté des centrales françaises. Si globalement les structures peuvent résister, le recours massif à la sous-traitance et l'exigence d'une productivité toujours croissante restent le point noir de la sécurité nucléaire. Aux côtés des 20 000 sous-traitants, des élus, des citoyens, des experts sont aujourd'hui convaincus que les risques sont bien réels. Bonjour, je suis Daniel Wengo, je suis un prestataire de nucléaire depuis 1991. Je suis passé par diverses entreprises. J'ai commencé par décontaminer et je suis, on va dire, un irradié puisque je suis un contaminé interne. Aujourd'hui, avec des problèmes de santé, et j'arrive pas à me battre pour essayer d'avoir cette victoire. On peut dire que dans le film, là, il y a eu 2 collègues qu'on a vus qui sont décédés aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la sous-traitance, ça va de plus en plus mal. Nous venons de perdre des contrats aujourd'hui par une autre entreprise qui était bien arrivée sur le marché, avec 30% moins cher. Française ou... Une entreprise française qui prend des parts de marché sans matériel, sans personnel, sans rien du tout. Mais on sait ce qu'ils ont présenté, c'est 30% moins cher, et ils ont obtenu le contrat. Donc on ne sait pas ce que ça va donner dans les futures centrales. Voilà. Après, nous avons aussi monté un site qui s'appelle Ma Zone contre les Vandales, parce qu'on en a eu marre de dénoncer, et personne ne veut nous écouter. Donc on s'est dit, il faut essayer de faire quelque chose, essayer de faire connaître au public. Donc vous avez des bulletins dehors. C'est un bulletin d'adhésion pour nous aider. On vient de faire un courrier au Premier ministre, un courrier au Président de la République pour qu'il nous reçoive, et on n'a toujours pas de réponse. Voilà. Notre but, c'est essayer d'acheter ce bus-là, avec le financement des adhésions, et d'aller de commune en commune pour essayer de crier un petit peu et expliquer un peu aux gens. Nous avons monté aussi une association qui s'appelle Santé Sous-Traitance. Donc ça c'est pareil, le bulletin d'adhésion nous sert à payer les avocats pour pouvoir nous défendre. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand nous sommes contaminés, nous n'avons pas de reconnaissance et nous ne sommes pas pris en accident de travail. Il faut se battre pour essayer d'avoir quelque chose. Sachant que tous les 7 ans, on perd les contrats. Donc ce qui se passe, c'est que quand on essaie d'attaquer notre employeur, il nous dit c'est pas nous, c'est lui, il faut remonter, ainsi de suite. Chacun se décharge. Mais par contre, c'est jamais l'élève. Le donne entendre. On a aussi un collègue qu'on a vu, Philippe Binière, lui ça fait maintenant des années qu'il est en procès avec son entreprise. Et on essaye aussi, tous les gens qui alertent comme nous, c'est de ne plus les faire entrer en centrale. Donc ils sont toujours dans leur entreprise, mais on les met ensuite sur une autre filière. Philippe Binière a été, lui, ce qu'il a déclaré, c'est le risque alpha dans les centrales nucléaires. Donc quand on dit le risque alpha, c'est qu'il y a déjà la première gaine, la première barrière,
qui a été détruit. Bon, logiquement, quand il y a une barrière, si on suit la procédure, on arrête. Et pour avoir dénoncé ça, il ne peut plus rentrer dans le centre. Moi, je m'appelle Dominique Huez, je viens de passer 30 ans comme médecin du travail à la centrale nucléaire de Chinon. Je prétends avoir fait mon travail en toute indépendance. D'ailleurs, EDF, d'ailleurs, me reconnaît toute son amitié pour cela. Voilà, et je suis retraité juridiquement depuis 4 mois. Juste avant de partir, je ne sais pas pourquoi, un sous-traitant qui s'appelle Horis, que je ne connais pas d'ailleurs, un employeur sous-traitant, a porté plainte à l'ordre des médecins contre moi pour un certificat médical où j'ai dit qu'une personne sur le site de Tricastin que je voyais en urgence à Chinon avait été malmenée parce qu'elle avait usé d'un droit de retrait. Le droit de retrait, c'est quand les risques sont importants, les gens se retirent. Donc moi j'ai caractérisé la typologie des risques, sans l'avoir vérifié, mais en connaissant bien le sujet. Je ne rentre pas dans les détails. Et puis j'ai dit que j'étais très inquiet pour cette personne, puisque une vieille habitude dans le nucléaire, c'est que quand les gens résistent, on les punit, entre guillemets. Donc ce pauvre monsieur était envoyé à 800 km de chez lui. Il pétait les plombs. Il pétait les plombs au point d'ailleurs de penser qu'il était devenu fou, puisque personne ne reconnaissait une réalité triviale d'un risque. Donc voilà, enfin, bon, j'ai fait un certificat médical. Et l'employeur Horis a porté plainte à l'ordre des médecins. Alors, c'est un sujet que vous ne connaissez pas, mais cet employeur aurait pu porter plainte contre moi au pénal, j'aurais été ravi. Ou au civil. Non, il a porté plainte à l'ordre des médecins parce qu'on a beau être en République, il y a quand même des tribunaux d'exception. Voilà, on a supprimé les tribunaux militaires d'exception. Après la guerre d'Algérie, on a gardé les tribunaux ordinaux. Ceux qui ne savent pas. C'est Pétain qui a fait ça. Hein? Le Conseil de l'ordre, c'est Pétain. Ah oui, mais Pétain a eu tout un tas d'avancées prodigieuses, dont le Conseil de l'ordre. Mitterrand voulait le supprimer, puis Mitterrand, comme il pensait que ce n'était pas très éthique, il a quand même enlevé le comité d'éthique, ils sont plus membres du comité d'éthique pour les choses de la vie, donc c'est pas idiot, ils auraient pu même les supprimer. Bon, j'ai fait de nombreuses choses dans ma vie, toujours est-il que j'ai une plainte sur le dos, et normalement je ne devrais pas l'avoir. Pourquoi? Parce que je trouve que moi je suis médecin et je travaille à la centrale de Chinon, que mon employeur est EDF, et que la société RIS aurait dû se retourner contre mon employeur, qui, ne pouvant pas constater la plainte, savoir de quoi il retournait, aurait dû saisir l'inspection du travail. Ce qu'il n'a pas voulu faire. Alors je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi il n'a pas voulu le faire, mais en attendant, donc moi, j'ai demandé à être reçu par le comité d'entreprise pour demander à mon employeur chéri de saisir l'inspection du travail pour savoir si j'avais commis une faute professionnelle, parce qu'après tout, je peux avoir commis une faute professionnelle. Et il a refusé. J'ai donc saisi contre moi-même l'ASN, d'ailleurs, qui a dit que je n'ai pas commis de faute professionnelle. Mais comme l'ordre des médecins a bouché à l'émery, enfin, c'est pas gentil pour l'émery, je me retrouve donc pour le 18 décembre en chambre disciplinaire, ce qui sera un grand moment. Voilà, parce que avec Maître Dessonnière, qu'on voit dans le film, on a pour projet de démontrer que depuis les années où l'ordre des médecins reçoit les plaintes d'employeurs, c'est illégal. Parce que les employeurs ont inventé une 4e catégorie de justiciables à l'ordre des médecins. Il y a les patients, les associations de patients, et puis l'ordre public social, l'ARS, la Sécu, etc. Mais les employeurs, ils sont rien pour les patients, pas pour la société. Mais ça ne fait pas peur à l'ordre des médecins. L'ordre des médecins considère que les entreprises, c'est une famille. Donc il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit du travail, il n'y a pas de droit civil, il n'y a pas de droit de la sécurité, etc. Donc on va démontrer que tout ça, ça ne tient pas la route, plus plein d'autres choses que je ne vais pas vous raconter là. Et pour parler clair, j'ai le projet d'en faire le coup. Parce que j'ai fini ma carrière en bonne santé. Ce qui pose un problème, parce que j'aurais éventuellement des désaccords de discussion avec Daniel. Ce qui est effrayant dans le nucléaire,
c'est que on a peur du risque qu'on n'appréhende pas, et on a peur du risque visuel. Les sous-traitants du nucléaire prennent 1000 fois plus de doses en irradiation qu'en contamination. 1000 fois plus. Et les doses d'irradiation sont banalisées, les doses de contamination qui sont rarissimes sont peu... comment dire, parce qu'elles sont faibles et parce que, en fin de compte, on fait beaucoup de cinéma autour de ça, du point de vue des mesures. J'ai participé à cela comme médecin, inquiète beaucoup plus. Et la bagarre que mène son association sur le préjudice d'anxiété légitime. Par contre, que les contaminations soient plus graves que l'irradiation, bien évidemment pas. Le droit du travail est relativement puissant, comme vous le savez. Donc quand vous mettez des césures économiques, vous arrivez à casser la baraque et puis à provoquer la guerre de l'un contre l'autre. Enfin, dans la chaîne de... Non, bien sûr que non. Non, autrement d'ailleurs, ne cherchez pas, il n'y aurait pas de sous-traitance. D'accord. C'est tout. Voilà. On a commencé par tester avec l'intérim, ça a très très bien marché, puis ensuite on va du côté de la sous-traitance. Alors la sous-traitance, c'est encore autre chose, c'est du côté de ce qu'on appelle les travailleurs interchangeables, avec ce dont on ne parle pas, et qui est encore plus grave, entre guillemets. C'est qu'à partir du moment où on va sur le travailleur interchangeable, la représentation du travail des hommes n'existe plus, à la fois en compétences, en représentation, et on développe des systèmes, comment dire, de contrôle, d'accréditation qualité, les ISO 9000 et autres conneries, etc., où on vérifie simplement à l'infini le respect de règles vides de sens, c'est-à-dire sans la question du travail. Et, désolé de repolémiquer encore à nouveau, mais si on met le doigt sur n'importe quel problème, et que les réponses que maintenant fait l'État systématiquement, c'est d'en rajouter cette fois-ci du côté des accréditations. Pour ceux qui connaissent un peu le débat, l'État s'est désengagé totalement de tout contrôle du côté de la puissance régalienne et remplace ces contrôles par des accréditations. Donc voilà, comment dire, on est sur un système qui aggrave les choses du côté du travail des hommes. Je pourrais le démontrer, mais je ne vais pas commencer. Donc il y a vraiment un abandon aujourd'hui, comment dire, du rôle de la puissance publique qui incorporerait la question du travail comme question centrale au cœur de la question du nucléaire, parce qu'on parle du nucléaire ce soir. Donc on est obligé d'avoir une espèce de vision globale de tout cela, et malheureusement, l'exceptionnalité nucléaire fait que plus on avance, c'est-à-dire plus les choses s'éclaircissent en questionnement politique, plus on recule en termes de capacité à se saisir globalement de la question, qui est quand même une vraie question politique, comme dirait. Bien, je pense. Oui, vous avez une question à poser. On la concerne dans l'entreprise, mais généralement, soit les entreprises prestataires ont souvent aussi un autre corps de métier qui est ailleurs. Nous, on fait aussi le bâtiment. Donc, quand on sort du nucléaire, on va faire de la merde. Voilà. Ou alors, on rentre en pétrochimie. Donc, en fin de compte, on nous enlève d'un risque pour nous mettre dans un autre. D'accord. Ça, c'est parce que tu as un CDI. Après, si tu n'as pas de CDI. Après, si tu n'as pas de CDI, si c'est un intérimaire, on va dire qu'il est ouvert. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il trouve une autre mission ailleurs. Et jusqu'à qu'il soit. Et s'il est en CDD, c'est pareil. Soit on lui place son contrat, on le laisse à l'intérieur, mais on la met dans la partie salle des machines. Et puis, il faut qu'il attende que ça revienne, on va dire, ouvert pour qu'il puisse retravailler. Mais il peut rester après 1 an ou 6 mois sans travail. Comment vous avez fait pour contrôler ça? Sur ce point-là, tout ce qui vient de dit est illégal. C'est totalement illégal. La norme infractionnelle, c'est 20 millisieverts. L'invention d'EDF est de dire maintenant que ce serait 14. Et donc, l'histoire des verts et pas verts, etc., et d'interdiction de travail, c'est illégal. C'est contraire aux lois de la République, c'est contraire à la Constitution, c'est contraire aux informations de l'employeur EDF qui n'a pas accès à cette information et qui dévente la radioprotection pour piquer l'information et pour l'utiliser dans le cadre de l'intérêt économique. Enfin, j'arrête. De toute façon, tout cela est illégal. La seule chose qui est légale, c'est l'obligation d'avoir, comment dire, des objectifs de dose qui devraient au minimum, comment dire, être inférieur, comment dire, au prorata temporis de la norme par rapport à la durée du chantier. Personne n'applique cela. Donc on est en train là, de se dire des choses, et puis c'est la vraie vie des prestataires, mais ce point est illégal.
Quelle est la force sociale qui va au tribunal et qui le démonte? Aucune force sociale ne va au tribunal et le démonte. Et on est en train de se dire, ils en prennent trop, mais ce qui est illégal, c'est de ne pas surprotéger les gens qui en prennent beaucoup. Ce qui est illégal, c'est qu'EDF programme des chantiers où sur un mois, les gens peuvent recevoir 4 millisieverts ou 6 millisieverts programmés. Ce qui est illégal, c'est que l'autorité de sûreté nucléaire ferme les yeux sur ces prescriptions. Ce qui est illégal, c'est que les jumpers LGV prennent entre 4 et 6 millisieverts. Ce qui est illégal, c'est qu'on n'a toujours pas de tape automatique dans les générateurs de vapeur, c'est qu'on n'a pas robotisé simplement parce que ça existe et que EDF ne veut pas financer, en fin de compte, la démonstration que c'est compatible avec la sûreté, etc., etc., etc. On est sur un système qui tourne totalement sur la tête, quoi. Et après, on est en train de s'emmerder avec, comment dire, une espèce d'atterrissage illégal pour voir comment les gens font, mais ce qu'il faut démonter, c'est qu'on n'a pas le droit de faire comme cela. Je vais illustrer très concrètement. Tous les médecins EDF ont été embrigadés par EDF il y a 15 ans pour eux-mêmes gérer l'emploi par la dose. J'ai bien dit ce que j'ai dit. J'ai fait partie des 4 médecins qui ont cassé entièrement le système. On a cassé entièrement le système. Alors, ils ont trouvé une autre façon de casser le système. Évidemment qu'il ne nous a rien arrivé puisque c'était illégal. Etc. Vous n'êtes pas rendu compte, mais au niveau européen, vient de passer un texte au niveau européen sur le carnet d'exposition des travailleurs. Toutes les forces sociales, surtout la CFDT, si je peux me permettre, défendre le carnet d'exposition européen. Le carnet d'exposition européen, c'est le carnet du travailleur du 19e siècle. C'est-à-dire, c'est un carnet, en fin de compte, qui accrochait les gens par rapport à leurs risques et qui les stigmatisait au regard des risques. C'est un truc qui ne va pas du tout. Enfin, bon, à un moment donné, il va quand même falloir se réveiller, remettre les choses par l'endroit. On n'a pas le droit de pénaliser les gens au regard des risques qu'ils ont pris, au regard du passif de risque. On n'a pas le droit. Autrement, mais il n'y a pas une personne qui travaillait dans ce pays. Il n'y a pas un chaudronnier qui pourrait continuer à être chaudronnier parce qu'il a respiré plein de choses, etc. Donc, on ne sélectionne pas les gens, ni par le passif de risque, ni par rapport à la santé. Et bien, dans le nucléaire, on le fait. Et en plus, on s'en glorifie. Et en plus, les autorités trouvent que c'est normal. C'est hallucinant. Je demanderais juste à Daniel, je ne sais pas si c'est vrai, je crois qu'il nous avait raconté ça, c'est qu'il y a des gens qui travaillent comme ça dans le nucléaire, qui sentent qu'ils vont arriver à la dose et qui, du coup, oublient volontairement leur dosimètre, c'est-à-dire qu'on en arrive à ça. C'est vrai ou c'est faux? Moi, je l'ai connu pour l'avoir fait aussi dans mes débuts de mission, puisque, il faut savoir que quand j'ai démarré dans le nucléaire, j'avais été expulsé de mon logement, ma femme à la rue, mes enfants, plus rien. Donc j'ai trouvé cet emploi-là et quand j'ai commencé à comprendre le système, quand j'ai fait l'intervention en fond de piscine, j'avais pris 9 millisieverts. Et donc on m'a dit, si tu veux tenir au bout de tes 6 mois, c'est mes collègues, ils m'ont dit, t'as intérêt à rentrer, à cacher ton fume et ton dosimètre. Ne pas faire comme en centrale, qu'il a juste caché son dosimètre et qu'il a laissé son fume. Donc, voilà. Après, il faut savoir qu'il y a une contrainte à l'intérieur qui nous pousse à faire ceci. C'est un peu, si on ne veut pas le faire, on nous fait comprendre que de toute façon, soit tu es un bon rien, ou soit tu n'es pas capable, ou il y a autre chose. On nous pousse vraiment à faire le bêtise. Moi, je me suis décontaminé avec du scotch. T'as quelle dose carrière? La dose de carrière, actuellement, elle est descendamment, puisque ça fait 2 ans que... Carrière. Je sais pas. Moi, il faut que je demande à mon médecin. Si tu sais, tu prends 10 millisieverts par an. Oh non, je prends beaucoup moins maintenant. Tu as au moins 50 millisieverts par an. Oui. En contamination, tu n'as jamais dû passer toute ta vie 1 millisievert. Et tu crèves de la représentation du risque de la contamination. Donc on est sur un système totalement fou. Oui, vous voulez dire que ce qui est important, c'est la façon d'attraper la dose. C'est pas l'addition des doses, c'est la façon... Non, je dis même pas ça. Oui, mais je vais vous choquer, mais la contamination est moins dangereuse que les radiations. Pardon? La contamination est même moins dangereuse que les radiations, parce que c'est une dose filée sur le temps. La contamination, c'est des radioéléments qui rentrent dans l'organisme, et aussi longtemps qu'ils sont présents, on peut les mesurer. Aussi longtemps qu'ils sont présents, ils délivrent leur dose. Le calcul de dose est fait 50 ans d'avance. Donc les débits de dose, par définition, sont beaucoup plus faibles, même au regard de la dose aboutie, que l'irradiation. L'irradiation étant tellement fugace, tellement rapide et tellement importante, et tellement au cœur même
des métiers que, comme pour tout métier au monde, elle n'inquiète pas quand elle est au cœur du métier. On s'inquiète toujours de l'exceptionnalité. On ne s'inquiète pas du tout de ce qui est commun et banal. C'est tout ce que j'essaye de dire. Voilà. Bon, maintenant, évidemment, c'est pas normal, et puis je ne commence pas avec les alphas, parce que ça posera d'énormes problèmes sur le démantèlement. Mais ce qui n'est pas normal, c'est la gestion de l'emploi par la dose et l'organisation par EDF d'une tricherie, quand même, d'une tricherie autour des, comment dire, des risques que reçoivent les gens pour les envoyer ailleurs pour avoir de bons résultats. Parce que, comme il dit, il a parfaitement raison, que quand les gars ils ont pris plein la gueule sur un laps de temps court, ce qui est tout à fait illégal sur le nucléaire, ils vont faire, comment dire, la maintenance dans la pétrochimie. Alors, je vais vous épargner la démonstration du risque cancérogène de la pétrochimie. On est sur un système qui est totalement absurde. La responsabilité d'un employeur par rapport au risque qu'il émet garantit au moins les phénomènes cumulatifs de risque. L'organisation par EDF de la prise en compte seulement des cumuls de risques et de ne pas faire respecter les prorata de risque au regard du temps, ce qui regarde les entreprises, comment dire, en rajoutent sur ce risque. Donc, au fur et à mesure que les gains en matière de radioprotection, parce que c'est vrai tout ça, et les chiffres, diminuent, on en rajoute dans la tricherie et dans la gestion des hommes qui sont contraires quand même avec les fondements du droit, et on participe à masquer ces risques ou à les diluer dans l'ensemble des risques industriels. Et comme voilà, on a affaire à des systèmes de, comment dire, d'inspection du travail qui sont l'ASN, et puis ailleurs, c'est pas le même inspecteur, enfin, quand vous connaissez l'affaire de près, enfin, ce système est absurde. Mais, en toute bonne conscience, j'insiste, ce qui est en train d'arriver au niveau européen, et on a perdu la bagarre pour votre information, et même la Confédération européenne des syndicats a appuyé le carnet d'exposition, c'est quand même très très mal parti. Très mal parti, et ça va encore aggraver les choses. Correct. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous proposeriez une intermittence, comme dans le spectacle, c'est-à-dire Non, mais on est en train de s'emmerder. Si actuellement il y a 20% des gens qui prennent plus de 10 millisieverts, la norme est à 20, moi je suis assez vieux pour l'avoir payé à 50, alors de information. On a démontré que tous les EDF ils prennent autour de 1, et les prestataires en moyenne ils prennent 3, à peu près. Il est donc possible que l'ensemble des travailleurs du nucléaire, prestataires compris, ne dépassent jamais de leur vie annuellement 2, et 2 au prorata temporis, ça fait 0,20 par mois. C'est possible. C'est même la base de la réglementation, puisque la réglementation, c'est les doses au prorata des chantiers, ce qu'on appelle l'objectif de 12. Eh bien, c'est pas appliqué. Donc moi, je propose simplement d'appliquer la loi. Quant à la radioprotection d'EDF, elle est subordonnée au pouvoir économique. Dans le temps, dans le CEA, la radioprotection était indépendante du pouvoir économique, puisqu'il n'y a pas de rentabilité. Aujourd'hui, je pense, c'est en train de changer. Donc je dis simplement, respectons la loi ou rendons un employeur responsable de ce qu'il provoque, ça évitera la manipulation EDF. Je dis que ça, je pourrais dire plein d'autres choses, mais sur ce point absurde, qui est qu'une catégorie de travailleurs en prend plein la gueule, ça se règle en 2 minutes. Donc ça ne se règle pas. Pourquoi? Parce que les mécanismes de sous-traitance en cascade, avec l'éclatement des coûts, fait que plus je baisse dans la chaîne de sous-traitance, plus je tombe sur des travailleurs qui ont de moins en moins de droits, qui invisibilisent, et ça se comprend, ce qu'ils reçoivent, etc., et à la fin qui finissent culpabilisés d'être co-responsables des saloperies qui les agissent en réalité. Parce que, évidemment, c'est une manipulation. Voilà, donc je trouve ça très scandaleux. Enfin, voilà. Mais la suffisance des gens de la SN sur la sûreté nucléaire est quand même structurée sur le fait qu'ils pensent profondément que la sûreté, c'est quand même la technique et les hommes, c'est derrière. Si on ne gagne pas cette bagarre politique, de le faire dans l'autre sens, on ne gagnera jamais. Surtout quand la SN, c'est des X-ponts, etc. Les gars, voilà, ils connaissent que la technique. En sciences humaines, sur l'homme, ils connaissent rien, les petits gars. Il n'y a qu'à la regarder, ils sont gentils. Et ils ne sont jamais exposés. Hein? Et ils ne sont jamais exposés. Ça, c'est pas sûr. Je pourrais développer, c'est pas sûr du tout. Et
J'en ai vu péter les plombs, moi, justement, parce que il y a des moments où, quand il faut ce qu'on appelle requalifier les circuits après, après un arrêt de tranche décennal, quand il faut monter en pression les circuits, que à ce moment-là, le bâtiment réacteur est bourré de formol, il y a plein d'autres risques qu'on ignore, et quand l'ASM tout d'un coup est confronté à des risques que l'ASM lui-même ignore, ça commence à baliser tout ce monde-là. Et même, on va pas le répéter, même un gendarme du GIGN, il peut aussi péter les plombs à cause de la peur qu'il a du nucléaire. L'histoire. Une dernière, parce qu'on a autre chose derrière. Oui, Madame. j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on peut déclencher une enquête épidémiologique. Pas sans savoir que près de Bourges, il y a un champ de tir qui a utilisé des armes à et que, effectivement, dans la région de Bourges, il y a eu radiation, il y a eu contamination par ces armes qui ont explosé. Et donc, il y a une association dont font partie un certain nombre de personnes ici, qui est le mouvement de la paix, qui essaie de faire en sorte qu'une enquête puisse démarrer pour éventuellement... Les gens qui font les enquêtes, l'État qui développe les enquêtes épidémiologiques, c'est ou bien vous êtes dans le secteur de la recherche absolue, pure, les équipes INSERM, on va parler de ça, faut en convaincre. Autrement, c'est le rôle de l'INVS. Voilà. Alors, je ne suis pas sûr, à titre personnel, que le risque des armes à uranium appauvri, ce soit l'exposition alpha de l'uranium appauvri, puisqu'au contraire, il est sous-représenté. Par contre, les oxydes d'uranium, hors aspect nucléaire, présentent plein de problèmes. Mais c'est la même chose que pour le strontium. Je vous signale que la soudure à l'arc, c'est une exposition au strontium qui est une exposition entre guillemets naturelle, mais qui pèse extrêmement lourd en termes de risque. Le thorium aussi, le thorium. Oui, pardon. Le thorium, le lucinium. Oui. Donc on peut déclencher, comme je ne vous veux pas assez de mal, je ne conseillerais jamais aux gens de déclencher des enquêtes épidémiologiques parce que vous aurez le résultat dans 30 ans. Voilà, on n'a pas le temps. Oui, hein? On n'a pas le temps. Non, mais on a assez de connaissances sur tout ça. Je connais, j'ai un pharmacien général de l'armée qui a fait les mesures, etc. Il est passé 2 fois en corps martial sur ce que vous êtes en train de dire, par rapport aux mesures. Mais il y a des données. Et par rapport aux conséquences des essais nucléaires, etc., les enquêtes épidémiologiques ont montré quelque chose, sur l'iode, etc. On a quand même des connaissances. Il y a déjà simplement regarder ce qui a été produit. Non, mais ce n'est pas le même sujet, c'est autre chose. Bien. Nous allons remercier nos 2 intervenants pour ces interventions de qualité. Et puis, ils sont toujours sur la route, donc merci de prendre du temps pour répondre à nos questions, qui apparemment, si j'ai bien compris, sont pas toujours très futées. Nous allons continuer entre nous. C'est pas que les questions ne sont pas futées, c'est que pour transformer le monde politiquement, il faut le prendre par le bon bout et il faut se mettre à plusieurs. C'est une vieille histoire. C'est une très belle histoire. Ça nous a beaucoup éclairé, c'est vrai. Voilà quoi. Mais méfiez-vous des espèces de machins trop techniques, scientifiques. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un ça. C'est qu'on a raté la question politique. Ce qui veut pas dire que c'est pas intelligent. Grâce à toi, j'ai... Ah ouais, mais c'est quand même ces gens-là, le film, tout ça.